Le narcotrafic menace-t-il la mondialisation? Pourquoi et comment la mondialisation, notamment dans sa dimension maritime, est-elle une opportunité pour le narcotrafic? Est-il possible de faire une cartographie des flux de drogue? Et que nous apprend cette cartographie? L'État se trouve-t-il disqualifié par l'essor du trafic de drogue? Pour répondre, nous avons l'honneur de recevoir Florian Manet, colonel de gendarmerie, essayiste, expert en sûreté globale. Il publie un ouvrage intitulé « Thalassopolitique du narcotrafic international, la face cachée de la mondialisation » aux éditions EMS. Il s'exprime à titre personnel. Clair, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise. Au sujet des trafics de drogue, quelle est l'idée reçue qui vous semble inexacte et pourquoi? Alors je voudrais contredire cette idée reçue comme quoi le narcotrafic serait uniquement une affaire terrestre. Donc le narcotrafic, c'est bien ce commerce illicite de substances psychotropes qui a effectivement un pied sur terre. Les commanditaires de ce trafic, dirigeantes de ces organisations criminelles sont bien sur terre, les distributeurs, mais surtout les consommateurs. Toutefois, le narcotrafic est avant tout une histoire de logistique. Il s'agit d'approvisionner des marchés de consommation par des substances produites bien souvent très éloignées sur un autre continent que celui de la consommation. Et c'est là que le transport maritime entre en jeu. Tout à fait. Donc le transport maritime offre à ces organisations criminelles de très nombreux atouts. Tout d'abord, la souplesse du vecteur maritime, qu'il soit à voile ou à moteur, la massification du fret, le faible coût du transport, la régularité des liaisons, mais aussi un certain nombre de lacunes dans la sécurisation de cette chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, près de 90% des marchandises empruntent la voie maritime. On peut estimer qu'une proportion similaire, voire supérieure, emprunte pour ce qui est des trafics illicites et notamment des narcoproduits, la voie maritime. Pourquoi et comment la mondialisation est-elle devenue une opportunité pour le narcotrafic? Alors la mondialisation est devenue depuis quelques années une véritable opportunité, une véritable aubaine pour le narcotrafic et notamment pour les narco-organisations. En effet, cette mondialisation repose sur la maritimisation des échanges matériels comme immatériels. Et de ce fait, les espaces océaniques, les océans, constituent de véritables traits d'union entre les zones de production et les marchés de consommation. La maritimisation agit comme un facteur démultiplicateur de la puissance criminelle. En effet, les vecteurs maritimes offrent des capacités d'emport inégalées. Ce que vous appelez les vecteurs, c'est les bateaux. Les bateaux, les navires. Simples. Voilà, donc ce sont par exemple un voilier qui est capable d'emporter près d'1 tonne de cocaïne, par exemple. Ce peut être aussi les containers, les fameux équivalents 20 pieds, les amphores du 21e siècle, les superstructures des navires de commerce. Et j'en veux pour preuve les 20 tonnes de cocaïne qui ont été saisies à bord d'un porte-conteneur, le MSC Guyane, en juillet 2019 dans un port américain, le port de Philadelphie. Ce que vous appelez les équivalents 20 pieds, ce sont ces grandes boîtes. Il y a combien de boîtes sur un porte-conteneur? Un porte-conteneur de 20 000 EVP est l'équivalent ferroviaire de plus de 160 km. C'est la distance entre Paris et la ville d'Orléans. D'où la difficulté de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces conteneurs. Dans ce contexte de la mondialisation, où près de 38 000 conteneurs sont échangés par an, donc l'enjeu de la sécurisation, du contrôle de ces flux de marchandises est un véritable enjeu. On estime aujourd'hui que près de 2% des conteneurs seraient contrôlés efficacement. Donc 98 ne seraient pas contrôlés, 98%. Selon les destinations, puisque des analyses de risque sont produites par les services des douanes. Et a priori, la plupart des conteneurs en provenance d'Amérique du Sud font l'objet d'un contrôle. Comme en témoignent les saisies records observées ces dernières années dans les ports de la rangée nord-européenne, entre Le Havre et Hambourg, et notamment le port de Rotterdam a saisi plus de 116 tonnes de cocaïne l'an dernier. Le deuxième facteur qui bénéficie au développement du narcotrafic, ce sont aussi ces espaces maritimes, la haute mer qui constitue plus de 64%
de notre planète, qui est dit res communis ou res nullius, c'est-à-dire la chose de personne ou le patrimoine commun, ou un certain nombre de complexités juridiques, même si des conventions internationales comme la Convention de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 apportent un certain nombre de réponses. Néanmoins, il demeure cet enjeu juridique de la sécurisation internationale d'espaces aussi importants. Enfin, finissons par la main-d'œuvre, les gens de mer, qui constituent malgré eux une sorte de thalassocratie criminelle. Il s'agit de compétences qui font vivre le milieu maritime et qui peuvent se trouver dévoyées au profit d'organisations criminelles qui recherchent leurs talents, leurs compétences pour mettre à l'eau ces trafics illicites. Ou sortir des conteneurs les produits illicites. Par exemple. Alors concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un exemple de comment est-ce que les organisations criminelles prennent contact, exercent des pressions, tiennent quelqu'un? Alors, tout l'enjeu pour les organisations criminelles, et notamment au port de départ, mais le problème est identique dans les zones de transit, dans les ports intermédiaires ou dans les ports de destination, il s'agit de pénétrer la structure, l'organisation qui permet à ces organisations portuaires de pouvoir mettre à disposition ces marchandises après une expédition de 30 ou 40 jours par voie maritime. Souvent, ces organisations usent d'un certain nombre de sollicitations, de séduction, au travers notamment de la corruption des différents acteurs de cette chaîne logistique, mais aussi de cette chaîne institutionnelle. Je voudrais juste prendre un exemple concernant le monde de la pêche, puisque les bateaux de pêche sont aussi des vecteurs privilégiés pour transporter ces produits stupéfiants. Ainsi, en Amérique du Sud, je vais prendre l'exemple de l'Équateur, qui est une porte de sortie de la cocaïne colombienne. Pour sortir cette drogue et l'acheminer vers l'Amérique centrale, donc vers les marchés nord-américains, les pêcheurs équatoriens prêtent leurs compétences avec une organisation extrêmement précise, utilisant les îles Galapagos, qui sont à 15 000 milles nautiques des côtes de l'Équateur, de manière à recompléter leurs navires pour poursuivre le trajet vers l'Amérique du Sud. Chaque voyage est rémunéré par équipage à plus de 30 000 $ américains. Donc 30 000 $, c'est beaucoup plus, c'est des centaines de fois supérieur aux revenus moyens d'un pêcheur dans cette zone-là. Et ici, en Europe? En Europe, nous avons le même problème dans les grands ports maritimes, que ce soit les ports français, mais aussi dans tous les pays européens, où un certain nombre de personnes, de professions peuvent être sollicitées. On cite régulièrement les dockers. On peut aussi citer aussi des agents relevant des douanes ou différents maillons de cette chaîne logistique, notamment. On peut penser aussi aux commissionnaires de transport, qui sont des acteurs clés de cette chaîne logistique et qui vont faciliter, d'une manière ou d'une autre, contre des avantages, la sortie du produit de ces espaces qui sont théoriquement sécurisés, que sont les grands ports maritimes. Bien, on est rentré un peu dans le concret. Et est-ce qu'on peut faire une cartographie des flux des drogues entre les zones de production et les zones de consommateurs? Alors, non seulement nous pouvons en faire une, mais nous devons en faire une pour bien comprendre de quoi il s'agit, quels sont les flux origines, les flux de destination, mais aussi de nouveaux partenaires, de parties tiers qui interviennent et qui sont des ports de rebond. Alors cette cartographie des flux peut s'appeler finalement une sorte de thalassopolitique, puisqu'il s'agit de reporter sur des cartes, notamment sur des espaces maritimes, des flux de navigation, principalement pour ce qui me concerne. Et cette thalassopolitique apporte aussi des réflexions sur les équilibres entre les puissances, qu'elles soient étatiques, licites, voire illicites, mais aussi sur les flux de marchandises qui sont, pour le coup, pour un certain nombre d'entre eux, parfaitement licites. Réaliser ce travail est certes fondamental, mais est difficile, puisque la connaissance que nous avons de ces flux est tributaire des saisies opérées par les services répressifs, ou bien de renseignements obtenus par un certain nombre d'acteurs à l'échelle internationale. Nous butons sur une véritable difficulté, qui est la difficulté d'un chiffre noir, c'est-à-dire d'un défaut de révélation de ces faits aux autorités publiques, puisque par nature, ces trafics sont illicites et donc doivent échapper aux coups de projecteur officiels.
Deuxième remarque, cette thalassopolitique va être tributaire aussi des vecteurs. Donc un navire à voile, un voilier, va aussi avoir une route maritime qui est tributaire du vent, qui est tributaire des courants, et tout cela en fonction aussi des saisons. Ça, c'est relativement récurrent. Il n'y a pas de surprise. De même pour les autoroutes des mers, donc c'est-à-dire ces grands axes de navigation qui supportent le commerce international, donc notamment avec les porte-conteneurs, les pétroliers, mais aussi d'autres vraquiers. Les caractéristiques techniques de ces navires imposent des routes définies en amont et autorisent simplement le fait d'accoster à un certain nombre de ports, du fait en particulier de leur tirant d'eau, mais aussi des installations nécessaires à la manutention de leur fret. Ces routes dépendent aussi des produits. On parle bien d'une zone de production vers un marché de destination. Donc là aussi, la géographie de production des drogues est pour l'instant connue, en tout cas pour les produits dits naturels. La cocaïne est principalement produite dans 3 pays d'Amérique du Sud. Il s'agit de la Colombie, du Pérou et de la Bolivie. L'héroïne est produite principalement pour 80% du volume par l'Afghanistan, mais on le trouve aussi au Myanmar, mais aussi au Mexique. Donc cette cartographie, elle est aussi tributaire de nouvelles dynamiques logistiques. Je voudrais simplement évoquer un phénomène actuel qui crée une architecture logistique internationale, qui est le concept de hub and spokes. Il s'agit de plateformes portuaires qui rayonnent, donc spokes ce sont des rayons, qui rayonnent vers des destinations secondaires. En Méditerranée, nous avons un exemple très célèbre qui est le port de Tanger Med au Maroc, qui est donc le hub vers lequel rayonne une sorte de pôle d'aiguillage dans lequel les navires de commerce, type les porte-conteneurs, vont décharger une partie de leurs conteneurs qui vont être ensuite redistribués sur des flux secondaires vers des ports comme le port de Marseille ou le port de Gênes, par exemple, sur la partie nord de la Méditerranée. Pour résumer, on va trouver dans cette thalassopolitique des quais de chargement au plus près des zones de culture, même si nous assistons actuellement à une sorte d'extension de cette réalité, puisqu'il y a un phénomène de tache d'huile, de contamination. Nous avons des escales qu'on pourrait qualifier de narco-comptoirs, des zones de rebond. Et ensuite, vous avez les zones portuaires de destination qui sont les zones finales de contact avec les marchés de consommation. Un chiffre, dans l'Union européenne, on considère qu'il y a combien de consommateurs de produits de type drogue ? Nous considérons... Alors, le slogan actuellement, c'est qu'il y a tous les produits sont disponibles pour tout le monde, pour tous les publics. Et il me semble qu'il y a plus de 20 millions de consommateurs qui sont identifiés en Europe. Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF. Pierre Verluise. Colonel Florian Manet, d'une certaine manière, tous ces trafics disqualifient l'État. Alors, s'il ne le disqualifie pas, en tout cas, il le concurrence. Et pour ce faire, je voudrais faire un focus sur les attributions traditionnelles fondamentales qui caractérisent une puissance étatique. Et à travers ce focus, nous pourrons éventuellement apprécier le positionnement de cet État, est-ce qu'il est disqualifié ou bien simplement concurrencé. Le premier focus est celui du territoire. Donc, un État est qualifié par son territoire. Et là, nous observons d'un point de vue maritime que le territoire, que les zones publiques, comme les zones économiques exclusives, les mers territoriales, peuvent être l'objet d'une sorte d'appropriation par des organisations criminelles. J'en veux pour preuve ces zones de stockage, ces zones tampons qui sont immergées au large de la France, mais aussi nous avons pu en retrouver des traces en Australie. Le territoire, c'est une question centrale en géopolitique. Le territoire, c'est chez moi, et je le maîtrise ou pas. Et le narcotrafic, justement, interroge la capacité de l'État à exprimer sa souveraineté sur des espaces importants, la mer territoriale, donc les 12 000 nautiques à partir du trait de côte, mais aussi les 11 millions de kilomètres carrés de la zone économique exclusive, qui est celle de la France, deuxième puissance maritime mondiale. Le deuxième point sur lequel je voulais axer votre attention est celui du pavillon. Le pavillon détermine la nationalité de rattachement d'un navire et s'en suivent un certain nombre de conséquences juridiques de contrôle opéré par l'État du pavillon en particulier. Or, et c'est un point extrêmement important, puisque notamment en haute mer, donc au-delà des eaux territoriales,
la Convention de Vienne qui lutte contre le trafic illicite de produits stupéfiants, qui a été donc signée en 1988, impose une enquête de pavillon avant tout contrôle opéré par une marine nationale sur ces grands espaces qui, rappelons-le, couvrent 64% du globe. Or, nous observons de plus en plus le fait que des navires emploient des pavillons de libre immatriculation, donc des pavillons dits de complaisance, voire même, au cours de leur expédition maritime, peuvent changer de pavillon. C'est pratique. Donc on appelle ça le flag hopping, qui constitue aussi une sorte de réponse à un flag shopping, c'est-à-dire que ces armateurs vont essayer de chercher le pavillon le plus favorable à leur action, donc le moins compliant avec les autorités étatiques, notamment internationales. C'est un comportement opportuniste, cynique et malin. On utilise les capacités juridiques offertes par les conventions internationales. Troisième focus, c'est la monnaie, qui est aussi un élément caractéristique de la puissance publique. Or, cette géoéconomie criminelle repose de plus en plus sur l'usage d'actifs numériques, donc des cryptoactifs, dont la valeur n'est plus indexée sur les devises nationales et qui échappent complètement au contrôle de l'État, par construction et par volonté. Or, l'État s'est notamment construit sur le contrôle de la monnaie. Donc là, il perd ce contrôle avec des puissances transnationales qui finalement viennent, on le voit, c'est prouvé, viennent le concurrencer. Dernier focus qui aussi caractérise l'État, c'est le monopole de la violence légale, de la force. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que les zones touchées par le narcotrafic sont en proie à de véritables violences qui touchent l'ensemble de la population et qui troublent l'ordre public. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple est celui de la capitale équatorienne Guayaquil, qui regorge 3 millions d'habitants et dont le nombre d'homicides au premier semestre 2023 équivalait à l'ensemble des homicides de l'année 2022. Cela signifie qu'en 2023, au premier semestre 2023, près de 1400 morts violentes ont été constatées dans cette ville, avec une évolution du taux d'homicide. En 2006, il était de 6,9 pour 100 000 habitants, tandis qu'en 2022, nous atteignons le score tragique de plus de 47 homicides pour 100 000 habitants. Et de manière symbolique, cette violence n'est pas simplement exclusive des zones de production ou d'embarquement de ces produits stupéfiants, mais elle touche aussi les secteurs, les marchés de consommation. Donc l'exemple de la Mokromafia aux Pays-Bas en est un bon exemple, mais je voudrais finir avec un exemple français qui est aussi témoin d'une évolution. La libération par un commando très armé de Mohamed Amra le 14 mai 2024. Donc Mohamed Amra était incarcéré notamment pour des faits liés à des trafics de produits stupéfiants. Et donc 2 agents de l'administration pénitentiaire sont décédés dans cette barrière de péage d'Incarville. Donc cela montre bien, là aussi, que la puissance de l'État peut être aussi interrogée par des organisations criminelles qui sont sans foi ni loi. Colonel Florian Manet, à bien vous écouter, on en arrive à la conclusion que la thalassopolitique vient enrichir la géopolitique. Alors effectivement, la thalassopolitique est une posture thalassocentrée qui permet d'appréhender les équilibres de puissance avec un point de vue original qui n'est pas simplement terrestre. Et aujourd'hui, dans ce monde caractérisé par la mondialisation, qui est encore une fois fondée sur la maritimisation, négliger ces espaces maritimes, négliger ces dynamiques maritimes et portuaires, c'est se rendre aveugle d'un pan complet de l'activité humaine et du rapport de puissance entre les États. Puissance économique, puissance financière, puissance politique, mais aussi puissance militaire qui s'affirme de plus en plus sur les espaces océaniques. À ce titre, lorsqu'un porte-conteneur jette l'ancre au port du Havre ou au port de Marseille, c'est aussi toute une géopolitique complexe qui vient aussi s'arrimer en Europe en fonction des lieux de provenance de ce navire. En effet, ce porte-conteneur représente aussi tout un hinterland sur le quai de chargement à partir duquel il a pris son départ, mais aussi toute une thalassopolitique et aussi cet avant-pays maritime, donc c'est-à-dire toute cette zone dans les eaux territoriales, dans la zone économique exclusive, dans lequel peuvent aussi se dérouler un certain nombre de trafics, puisqu'on assiste, notamment en Amérique du Sud, à des montées à bord
par des organisations criminelles de complices qui viennent insérer des produits stupéfiants dans les superstructures du navire ou bien dans les porte-conteneurs alors que ce navire est en marche, est en navigation. Mais c'est aussi cette route maritime, c'est aussi toutes ces escales que va desservir ce navire. De fait, pour les douaniers du port du Havre ou de Marseille, il faut aussi appréhender cette image, ce symbole de la mondialisation qu'est ce navire qui arrive à quai, en y intégrant un certain nombre de réalités du port de départ, donc en fait une géopolitique, mais aussi une thalassopolitique. Autrement dit, en fonction d'où vient le navire, d'où vient le conteneur, ça génère un questionnement sur les risques qu'il y a dans ce navire et ce conteneur. L'analyse du risque pour les autorités publiques, mais aussi pour les opérateurs commerciaux et logistiques, doit aussi se fonder sur cette route maritime, sur cette histoire qu'a connue à la fois la marchandise, mais aussi le vecteur, donc le navire et ses membres d'équipage. Donc intégrer la thalassopolitique dans la géopolitique, c'est aussi intégrer plus de 64% de la surface du globe, c'est intégrer 90% des flux commerciaux et 99% des flux de données qui finalement alimentent ce village global qu'est notre planète, unie par des océans, mais aussi unie par des flottes de commerce ou de loisirs qui relient ces différents pôles à travers le monde. Finalement, quand on vous écoute et quand on vous lit, on s'aperçoit que derrière cet immense chaos qui nous apparaît, en fait, il y a des logiques géographiques, des logiques géopolitiques, avec des lieux de production, des lieux de consommation, des vecteurs, des points d'attention. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'on se dit, mais finalement, comment est-ce qu'on n'a pas vu ça plus tôt ? Effectivement, votre remarque est parfaitement juste. Le terrien a du mal à appréhender, à chausser des véritables lunettes pour appréhender le monde dans sa complexité, en intégrant le fait maritime qui est souvent rejeté à un monde de spécialistes qui sont les marins, et le marin n'aborde pas forcément tous ces sujets-là lorsqu'il est à terre. Néanmoins, l'évolution de la mondialisation replace bien le fait maritime au cœur de nos préoccupations et détermine un certain nombre aussi d'équilibres ou de déséquilibres observés à l'échelle de notre planète. Enfin, il fait aussi reconnaître comme acteur géopolitique deux grandes familles. Tout d'abord, celle des acteurs économiques, puisque finalement, le commerce international structure aussi les rapports entre puissances. Et deuxièmement, le crime organisé, la criminalité organisée, qui prend de plus en plus de poids, comme j'ai pu le démontrer précédemment. Pour en savoir plus, quelle serait la ressource que vous pourriez nous conseiller, mis à part bien sûr votre ouvrage « Thalassopolitique du narcotrafic international, la face cachée de la mondialisation » qui est disponible au format papier aux éditions EMS. Quelle autre source ? Alors je vous propose aussi comme autre source d'inspiration et de réflexion un laboratoire de prospective maritime et portuaire qui est la fondation C'est Facile, avec un S, dans lequel vous retrouverez de très nombreuses ressources gratuites, très documentées, avec là aussi de nombreuses comparaisons à l'échelle internationale et des approches croisées entre des universitaires, des professionnels et d'autres acteurs du monde maritime. À propos de ressources gratuites, la fondation C'est Facile, SEFACIL, depuis quelques jours, met en ligne gratuitement le PDF de votre ouvrage. Tout à fait. Donc la fondation C'est Facile est partenaire de cette réflexion sur les menaces criminelles qui peuvent toucher le monde maritime et surtout leurs impacts terrestres, tels que j'ai voulu le démontrer dans cet ouvrage. On trouvera aussi sur le Deep Web plusieurs articles que vous avez signés, Florian Manet, et puis un article notamment de Yann Giron sur les espaces maritimes, lieu d'une mondialisation criminelle hybride. Voici quelques temps. Merci à vous, colonel. Un grand merci également à notre réalisateur, Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Florian Manet, auteur de Thalassopolitique du narcotrafic international, la face cachée de la mondialisation, édition EMS. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine.